Nous avons le plaisir, dans le cadre de cette journée dédiée au secteur de l'assurance, de parler de tout ce qui relève non seulement des organisations, mais également de l'humain, de leur protection. Nous avons parlé la première journée de leurs activités globalement. La deuxième journée était pas mal focalisée sur des sujets liés au financement des activités, liés à la gestion des organismes bancaires et financiers, à leur gouvernance, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à leur implication dans la réussite des chaînes de valeur économique et dans leur progression, leur rôle citoyen. On a beaucoup parlé de RSE également. Si on parle du secteur de l'assurance, on est conscient que les assureurs ont un rôle majeur à jouer dans la résilience des économies, collecteurs de l'épargne longue chez les particuliers, investisseurs institutionnels dans les économies. Nous avons des chiffres assez édifiants. Nous savons que sans l'assurance, que j'entendais dire un expert au World Economic Forum dire que c'est plus facile de bien construire un barrage que de le réparer. Et donc l'assurance est aussi là pour prévenir l'occurrence de ces risques et prévenir, en tout cas être là, je dirais prévenir parce qu'il y a la notion de conseil, mais il y a aussi la notion d'être là pour indemniser lorsqu'il y a occurrence. Ceci étant, à l'échelle planétaire, des risques systémiques se sont installés et ces risques ont pris des proportions absolument inimaginables. On parlait hier de plantes contre les activités. Quand on va parler déjà de ce qu'est l'environnement général, nous sommes tous conscients des risques liés aux catastrophes naturelles qui sont omniprésents depuis très longtemps déjà. Puis nous avons évidemment maintenant un nouveau risque qui est lié aux pandémies. La pandémie actuelle est une grande préoccupation pour l'assurance et la réassurance mondiale. Des nouveaux modèles vont être imaginés, des nouveaux modèles d'assurabilité. Nous connaissons aujourd'hui les limites de l'assurabilité de certains risques. Il y a ensuite des problématiques qui sont évidemment liées à la dimension humaine, encore une fois, la dimension de la couverture de santé, de maladies, puis évidemment l'humain, certes, qui opère au sein des organisations. Qu'en est-il de la perte d'exploitation? Nous allons aujourd'hui entendre un point de vue venant d'une autre partie du monde, au nord de la Méditerranée, sur la réputation négative qu'ont certains assureurs dans la gestion qu'ils ont pu avoir de la perte d'exploitation dans des organisations. Beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Nous allons voyager également vers le Moyen-Orient, où nous rencontrerons des personnes qui nous diront, une personne particulière que je présenterai tout à l'heure, qui nous parlera de la tendance à ce niveau-là. Nous avons beaucoup à dire. Mais plutôt que de vous brosser l'ensemble des thématiques qui vont être abordées, ce que je peux vous dire, c'est que les intervenants d'aujourd'hui sont d'abord des personnes qui jouent des rôles importants et stratégiques dans la transformation, pas simplement des activités économiques des organisations, qui soient au niveau de fédération, au niveau d'observatoires ou même à un niveau institutionnel où ils influencent les évolutions en termes réglementaires, mais aussi parce qu'ils sont là pour veiller à la bonne conduite des opérations d'assurance et au relais de la bonne information. Un des grands sujets qui a été évoqué hier, c'était la transparence de l'information qui est ô combien fondamentale. Et j'ai parlé tout à l'heure de la dimension client. Cette dimension client est fondamentale parce que la finalité de tout ce qu'on pourra dire pendant cette journée, c'est de faire en sorte que finalement le consommateur, le chef d'entreprise, l'institutionnel soit capable de pouvoir accorder sa confiance à son assureur et faire en sorte que cette confiance, évidemment, soit rétribuée par un service de qualité lorsque dommage, si dommage il doit y avoir, a lieu. J'ai le grand honneur et le très grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui m'est très cher, je le dis sincèrement à titre vraiment très personnel, Béchir Beddo. On parle de confiance, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance et nous a fait confiance en tant qu'organisme de formation dédié à l'assurance. Nous avons construit de belles choses ensemble. Je suis certain que de belles perspectives nous attendent pour 2021, puisque nous sommes dans un contexte où nous avons, en tant que groupe de formation, fait un effort important pour changer notre manière d'écouter les enjeux de nos clients, ceux qui sont les compagnies d'assurance, les intermédiaires, les réassureurs. De belles choses seront évoquées peut-être en fin de cette journée de notre part. Je vous parlerai un peu de ce qui est nouveau. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que, cher Béchir Beddo, bienvenue à vous, Béchir. Comment allez-vous? Merci. Merci. Alors, je vais rapidement vous présenter en même pas 30 secondes. Merci d'être parmi nous. Donc, Béchir Beddo, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, directeur général de la compagnie d'assurance transport, expert en assurance vie parmi d'autres sujets d'expertise, un vrai technicien de l'assurance, connu par ses pairs tant au Maroc qu'à l'international, avec un rayonnement en tant que personne, mais aussi en tant que haut dirigeant de la fédération, un rayonnement pour la place assurantielle marocaine à l'échelle mondiale,
Nous sortons tout récemment du magnifique rendez-vous de Casablanca de l'assurance qui en était à sa 7e édition, où le sujet posé, cher Bachir, était la problématique de l'assurabilité des pandémies et l'inclusion sociale, enfin l'inclusion financière, pardon, en termes assurantiels. Un chiffre édifiant qui est apparu de la part de Othman Alami, secrétaire général de l'autorité de tutelle au Maroc, c'était que les gens concernés par les problématiques d'assurance dites micro-assurance ou assurance inclusive correspondraient à 80% de la population d'un pays comme le Maroc. Moi, ce que je vous demande en introduction, c'est de nous dire, nous avons à peu près une quinzaine de minutes à passer ensemble encore. Donc, ce que je vous proposerais, c'est de me dire en à peu près 6 minutes, d'après votre analyse, quelles sont ces nouvelles tendances qui s'installent en termes de problématiques assurantielles depuis cette transition que nous vivons, à un niveau macroéconomique, sur des enjeux humains évidemment, au niveau technologique, ça va de soi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher Béchiel Beddo? Encore bienvenue à vous et merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Merci Idriss, et puis merci pour tes mots sympathiques. En fait, je ne gère pas ma caméra ni mon micro. Je vois que ma caméra s'est arrêtée. Ce n'est pas moi qui l'ai arrêtée, c'est de chez vous, Idriss. Hein. Il me signale que l'autre a arrêté votre caméra. Donc, voilà, je vais revoir. Voilà. Elle revient. Donc, je disais merci pour tes mots sympathiques. Effectivement, nous avons fait un parcours ensemble depuis un certain nombre d'années. Nous avons monté un certain nombre de cycles de formation. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai 6 minutes pour répondre à ta question. Mais je te remercie donc pour ton invitation. Alors, effectivement, nous avons retenu des leçons de ce qui s'est passé. Le secteur de l'assurance a retenu des leçons, mais tous les secteurs d'activité ont retenu des leçons. Mais si on se focalise sur le secteur de l'assurance, je pense que, y compris les politiques et les décideurs ont pris conscience que l'assurance ne pouvait pas tout payer et tout prendre en charge, parce que l'assurance elle-même est tenue d'assurer ses équilibres et les organisations sont tenues d'assurer leur solvabilité. Et il est entendu, lorsqu'on a affaire à des risques systémiques, surtout des risques planétaires, lorsqu'au même instant, dans le monde entier, l'ensemble de l'humanité est touché par un virus tel que celui qu'on est en train de connaître, il est impossible et impensable que le secteur de l'assurance puisse tout prendre en charge. S'il en était capable, il y aurait un problème. Ça voudrait dire que le secteur de l'assurance est supérieur, plus puissant que les États et immensément riche, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nos contrats d'assurance, historiquement, excluent un certain nombre de périls, et notamment les risques de pandémie sont exclus d'un certain nombre de contrats. Et ça a été un peu, soit au début par naïveté, de dire « Ah, les assureurs ne veulent pas payer », mais très vite, les décideurs se sont rendus compte que ces exclusions sont des exclusions normales et saines pour le secteur de l'assurance. Donc ça, c'est un premier mot en introduction. Maintenant, il y a eu une prise de conscience et on réfléchit. Et certains gouvernements, avec les secteurs d'assurance dans un certain nombre de pays, réfléchissent à quel type de filet de sécurité on peut mettre en place dans le cadre de partenariats publics-privés pour qu'à l'avenir, on puisse avoir un minimum de filet de sécurité. Comme tu le sais, Driss, au Maroc, on a mis en place un dispositif depuis maintenant un an et demi de couverture de ce qu'on appelle les événements catastrophiques, donc de grands périls, que sont les tremblements de terre, les tsunamis et les inondations, le terrorisme, qui est aussi un risque malheureusement qui n'est pas en aucun pays du monde. Et on pourrait réfléchir, et le ministre des Finances nous invite à réfléchir, et en ouverture du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, il l'a bien dit dans son discours, que les assureurs et les pouvoirs publics doivent réfléchir à un dispositif de couverture des pandémies et réfléchir à aller même au-delà, un dispositif de couverture même de la cybercriminalité, qui est un risque majeur. Aujourd'hui, on a vécu un risque qui est un risque, je dirais, sur la santé publique, qui est un virus qui touche sans distinction les populations. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner demain, une attaque qui cible le monde entier, une cyberattaque qui mettrait à plat nos systèmes d'information,
l'Internet. Demain, si on mettait en panne l'Internet mondial, on a vu aujourd'hui ce que représente pour nous Internet. Sans Internet, mon cher ami Driss, tu n'aurais pas pu organiser ce webinaire. Et donc, quelles en seraient les conséquences financières? Est-ce qu'un secteur comme le nôtre, combien même il mettrait en place un contrat avec les pouvoirs publics, avec des systèmes de financement, comment on pourrait prendre en charge de tels événements? Donc aujourd'hui, honnêtement, si on revient sur le risque de pandémie, dans le cadre de la Fédération mondiale dans laquelle j'ai le privilège de siéger, je peux vous garantir qu'à part la France, qui est relativement en avance dans la réflexion, encore très peu de pays à travers le monde ont réussi à trouver des schémas. Et quand je dis la France, la réflexion est avancée, sans pour autant avoir défini un schéma, parce que les problématiques sont tellement immenses et les risques financiers tellement lourds qu'on ne voit pas quel type de schéma pourrait venir. Par exemple, tu parlais de la perte d'exploitation. Quelle aurait été l'indemnisation de la perte d'exploitation de toutes les entreprises qui se sont arrêtées en mars 2020 lorsqu'on a mis un confinement mondial? Les compagnies aériennes se sont arrêtées, les entreprises se sont arrêtées, toute l'économie s'est arrêtée. Quel système pourrait indemniser en termes de perte d'exploitation l'ensemble ou un grand nombre d'entreprises mondiales? Donc voilà, donc le sujet n'est pas simple, le sujet est très très lourd et on y réfléchit, on y travaille, c'est par petites briques qu'il faut y aller. Peut-être mettre en place un dispositif de couverture avec des petites garanties, mais en tous les cas, on y réfléchit. Donc voilà, je pense que les 6 minutes sur ta première question ont été consommées. Excellent. Donc, les limites de l'assurabilité, c'est important de dire que c'est pas, on peut dire bêtement, mais c'est pas une mauvaise foi ou volonté de la part des assureurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques au niveau de la pandémie qui n'étaient pas fondées. Et je pense que ce que cette situation a permis de faire, c'est d'éduquer le public un peu, peut-être, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas de créer une sorte d'awareness qui fait qu'aujourd'hui, on est bien conscient que les assureurs ont fait le maximum et on ne peut pas oublier de citer au passage la contribution au fonds de solidarité. Enfin, il y a énormément de mécanismes qui ont été mis en place en parallèle de l'engagement de servir au mieux les clients, de les accompagner plus. Je pense que dans l'assurance comme dans la banque, on a entendu parler de plus de proximité avec la clientèle, où les assurés ont eu besoin de ce rapprochement, peut-être du fait justement de la distance qui est créée par les relations digitales permanentes et installées. Mais si on imagine évidemment toutes ces familles de risques systémiques et planétaires, dont l'occurrence serait juste cataclysmique pour les économies et les blocs économiques mondiaux, on a entendu parler, cher Bessier, dans votre introduction de la dimension évidemment de la pandémie, des catastrophes naturelles, la pandémie et des risques liés à la cybercriminalité. On parle également de terrorisme. Si on devait imaginer les perspectives pour un avenir proche en termes d'enjeux majeurs pour le secteur de l'assurance et pour les assurés, évidemment, en conséquence, et une sorte de classification des points de vigilance à avoir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Écoute, d'abord, ce qui est important, Driss, à souligner, c'est que la vie continue. Et en fait, notre secteur et d'autres secteurs, on ne s'arrête pas uniquement à cette histoire de pandémie et d'imaginer comment on réagirait à la prochaine pandémie. Bien sûr que c'est important. Maintenant, nous, en tant que secteur de l'assurance, on a aussi d'autres sujets. On a d'autres priorités aussi devant nous. Parmi nos priorités, c'est le nombre de personnes et d'agents économiques dans l'assurance. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, face à la réalisation d'un risque, par exemple un accident, une maladie, un incendie, basculent dans la précarité. Et certains sont déjà à la limite de la précarité avant même d'être assurés. Donc, au Maroc, il y a une grande stratégie qui porte un nom, la stratégie nationale de l'inclusion financière, qui a été insufflée par Sa Majesté, qui est portée par les hautes autorités de ce pays. Et dans le cadre de la stratégie nationale de l'inclusion financière, le secteur de l'assurance a une feuille de route et nous avons, avec notre autorité de supervision et le ministère des Finances, tracé une feuille de route pour ramener un plus grand nombre dans la couverture. Donc ça, c'est une priorité pour nous. Comment faire en sorte à ce que les non-assurés deviennent assurés? Vous avez vu le grand chantier titanesque lancé par Sa Majesté avant-hier pour intégrer 22 millions de Marocains dans la couverture santé à échéance de 2 années. C'est titanesque, c'est énorme. Et le secteur de l'assurance va aussi se mobiliser, apporter sa contribution, son savoir-faire
ses connaissances en la matière pour pouvoir accompagner ce chantier. Donc d'abord, priorité, ramener le plus grand nombre dans l'assurance. Deuxième chose, le monde change et la transformation digitale de nos organisations doit s'accélérer. Mais quand on parle de transformation digitale, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas j'ai une application digitale, je la mets sur mon smartphone et je permets à mon client d'être connecté. Je parle d'une transformation digitale beaucoup plus profonde. Et dans le cadre de ces transformations digitales, c'est la distribution qui est le grand enjeu de notre secteur. Alors la distribution, c'est un enjeu, sans pour autant phagocyter les réseaux d'agents et de courtiers qui existent et qui ont leur place et qui apportent une contribution inestimable aux clients et à notre secteur de l'assurance, mais il est incontournable que la distribution doit aussi se réinventer et que d'autres canaux de distribution doivent voir le jour. Et on parle déjà comme autre canal de distribution, notamment dans le cadre de la distribution des produits qui s'inscrivent dans la stratégie nationale de l'inclusion financière, ce sont les opérateurs de paiement. Donc, on pourrait les inclure. Il y a de très belles expériences en Afrique, en Amérique latine, d'opérateurs de paiement qui ont été impliqués dans l'acte de distribuer de l'assurance et qui arrivent à vendre des produits, je dirais, basiques, mais qui répondent à un besoin évident. Donc, voilà un autre sujet sur lequel nous sommes mobilisés et sur lequel nous travaillons avec notre autorité de supervision pour asseoir un cadre réglementaire spécifique à la distribution digitale et à l'élargissement des canaux de distribution à quelques nouveaux distributeurs qui ne viennent en rien, je dirais, empiéter sur la distribution classique des agents et des courtiers. Je pourrais citer enfin aussi un autre sujet qui est l'assurance Tiakafoul. Nous sommes à la veille du lancement des opérateurs Tiakafoul, un peu à l'image de ce qu'ont fait les banques avec la banque participative. Et là aussi, c'est une brique qui viendra compléter le dispositif assurantiel au niveau de notre pays. Donc, nous avons fort à faire. J'ai cité 3 grands chantiers, mais il y en a d'autres de moindre ampleur. Merci. Donc, ce qui est tout à fait évident, c'est que le sujet de l'assurance est un sujet d'inclusion, c'est un sujet de mutualisation du risque, c'est un sujet de responsabilité sociale des États avec évidemment un cadre réglementaire de la part du régulateur et puis un engagement des pouvoirs publics de permettre à des opérateurs privés de simplement préserver les conséquences fâcheuses d'un sinistre en cas d'occurrence. C'est ce que j'entends bien dans ce propos absolument brillant en termes de pertinence et de clarté, c'est que il est évident que le public-privé, le partenariat public-privé a tout son rôle à jouer, que la concertation est bel et bien engagée en matière d'élargir ou plutôt d'approfondir la pénétration du secteur de l'assurance au niveau de la population et puis surtout de couvrir la santé avec ce grand chantier national. Peut-être en 2 minutes de plus, si on devait projeter un petit peu l'analyse sur le sujet des compétences au niveau du secteur de l'assurance. On sait qu'il y a un vieillissement de la population dirigeante au niveau du secteur. Et je ne dis pas ça péjorativement, mais on entend beaucoup dire au niveau de la profession, au niveau du Maroc, qu'il y a de moins en moins d'experts techniques au niveau du secteur de l'assurance et que c'est un vrai sujet aussi, puisque la transition digitale fait qu'on devient de plus en plus tributaire des systèmes d'information et de moins en moins tributaire de la technicité. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau justement de ce service qui est donné à ces intermédiaires d'assurance de par les compagnies et des compétences qu'on pourrait imaginer comme étant un moyen d'accompagner cette transition digitale du réseau dans ce sens également? Voilà, deux questions de compétences. Ceux qui disent qu'il y a de moins en moins d'experts techniques dans l'assurance au Maroc, ce sont probablement des techniciens arrivés à la retraite qui sont un peu je dirais qu'ils ont un peu la nostalgie. Donc, notre secteur s'est rajeuni, on le voit clairement dans nos organisations. Donc, il y a vraiment un rajeunissement. L'âge moyen au niveau des sociétés d'assurance ces dernières années est en train de baisser après une période où effectivement on avait, disons, une ligne d'experts qui arrivaient à la retraite et où on avait peut-être un peu pris du retard dans la préparation de la relève. Aujourd'hui, la relève, elle existe. Il y a énormément de jeunes qui sont formés ou en formation qui viennent renforcer nos rangs. Maintenant, c'est vrai que sur certaines expertises particulières,
il y a un transfert, je dirais, de savoir vers la deuxième ligne qui est un peu plus jeune que la première ligne, qu'il faut accélérer. On est jeune aujourd'hui à 60 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 années en arrière. On se rend compte aujourd'hui que nous avons certaines de nos ressources qui arrivent à l'âge de 60 ans. Et on se rend compte qu'à 60 ans, ils peuvent encore continuer à travailler valablement 3, 4, 5 années et apporter à l'organisation. Donc, c'est devenu très classique. On le voit au niveau de plusieurs entreprises d'assurance. Lorsque quelqu'un arrive à 60 ans, ben, on proroge son contrat sur 2, 3, 4 ans, mais on le met beaucoup plus sur des fonctions, bon, bien entendu, sur l'expertise technique, mais aussi sur l'accompagnement et l'encadrement des jeunes pour que ces jeunes puissent reprendre la relève dans les années qui viennent. Donc, on a lancé avec l'autorité de contrôle, avec l'ACAPS, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévention sociale, nous avons lancé donc une étude où on est en train d'essayer de regarder quels sont les métiers sur lesquels on pourrait être, je dirais, mis à mal un peu dans les années à venir et réorienter peut-être nos efforts en matière de recrutement, en matière de formation. En tout cas, c'est un sujet qui est adressé qui, à mon sens, on le vit un peu partout. Quelqu'un, lorsqu'il arrive vers l'âge de la retraite, ben c'est normal, il est expert, il a passé des années dans le métier, il est plus expert que des jeunes qui ont à peine 5, 6, 10 années d'expérience, mais ces jeunes sont en train eux-mêmes d'acquérir du savoir et de la connaissance, et je pense que nous sommes en train de vivre cette transition de manière assez apaisée. Merci, cher Béchir. Donc, une très belle réponse de conclusion qui permet de dire qu'en effet, l'assurance au Maroc est bel et bien engagée dans sa transition démographique, on peut le dire, au niveau du contingent de collaborateurs et de dirigeants. En effet, on le constate. Hein, moi, je me range du côté de votre constat, hein, de toute évidence. Et nous sommes heureux aussi de savoir que ceci représente des opportunités de professionnaliser encore plus ce métier qui est déjà énormément. Nous parlerons tout à l'heure justement de ce que sont ces enjeux en termes de nouveaux métiers, de nouvelles problématiques de compétences dans le cadre de l'analyse de Norbert Girard, qui est le secrétaire général de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Vous avez entendu Bachir Bedou, directeur général de la Fédération marocaine de l'assurance et de l'assurance et de la compagnie d'assurance transport, également membre du conseil au niveau de la Fédération mondiale des assurances, la plus grande fédération en la matière qui regroupe de nombreuses fédérations à travers le monde. Et puis évidemment, la question de fin avait un intérêt, c'est que ça permettait avait pour objectif, et encore merci cher Béchel d'être parmi nous ce matin. Merci.